nos milieux d'hébergement. Nos milieux d'hébergement qui sont souvent actuellement dans le réseau institutionnel, il y a une partie, puis beaucoup plus au niveau des populations vulnérables, où on a des milieux strictement hommes, strictement femmes, puis dans la période COVID, on a pu avoir des hébergements mixtes. Qu'est-ce qui les a aidés? Quelles sont les forces qu'elles ont mobilisées sur lesquelles on devrait tabler? Puis quelles sont la sensibilité qu'on devrait avoir à ces traumas-là? Comment est-ce que l'environnement pourrait être perçu plus sécuritaire quand ces femmes-là, notamment, se retrouvent dans des situations où il y a des refuges ou des ressources avec hébergement au niveau du traitement de la dépendance? Alors, à partir de l'expertise des personnes concernées elles-mêmes par l'usage de substances, on va chercher à tabler sur leurs forces, leur expérience, leurs solutions pour vraiment amener des changements concrets sur le plan des services spécialisés en dépendance et services de réduction des méfaits. Alors moi, j'ai beaucoup d'intérêt à aller forer puis nous questionner par rapport à l'organisation des services dans nos différents hébergements internes. Est-ce que ce sont des milieux qui ont été considérés sécuritaires pour les femmes qui ont dû transiter bien involontairement, parce que c'est comme ça qu'on a décidé, c'est comme ça qu'on les a organisés. Nous n'avons pas consulté. Il y a plusieurs décisions qui ont été prises. Fait que pour moi, il y a un terreau fertile de réflexion, d'être inclusif avec ces femmes-là, d'aller les sonder, d'aller réfléchir avec elles au niveau de l'organisation des services. D'une part, quand on regarde les travaux scientifiques qui ont été menés dans le domaine des dépendances, on se rend compte qu'on s'est beaucoup attardé à à des populations, à des échantillons qui étaient largement composés d'hommes cis, en fait, en présupposant que ça devrait s'appliquer, par exemple, à la réalité des femmes. En même temps, tant pour des raisons biologiques que psychosociales, l'expérience de l'usage de substances va différer quand on soit un homme ou une femme. La difficulté d'avoir une compréhension ajustée à la réalité et à l'expérience des femmes, c'est une des raisons pourquoi on doit mener davantage de travaux, mais on se rend compte aussi que sur le terrain, en termes de services offerts à la population, elles sont aussi plus invisibles. Elles sont très peu nombreuses dans les services de traitement, dans les services aussi de réduction des méfaits. Je n'ai pas les statistiques à jour, hein. Moi, je ne suis pas nécessairement dans les milieux de recherche, mais je dirais que si on a 20 à 30 de nos personnes qui sont des femmes qui viennent dans nos milieux de pratique, on est bon actuellement. On est bon, mais ce que je souhaite, moi, c'est qu'on puisse monter de beaucoup le pourcentage d'intervention qui est faite auprès de nos populations plus vulnérables. Donc, quand on parle de genre, c'est aussi la question de la diversité de genre, la diversité sexuelle aussi. Autant on a peu de travaux, mais on a quand même certains travaux qui sont menés auprès des femmes et que lorsqu'on regarde la question des dépendances chez les populations, notamment LGBTQ+, on a encore moins de travaux, on comprend moins les phénomènes. On voit quand même qu'il y a des difficultés psychosociales puis des consommations, des ampleurs de consommation problématiques qui peuvent toucher davantage les groupes qui sont marginalisés, par exemple. Tous les enjeux de stigmatisation qui sont associés à l'usage de substances se cumulent bien souvent à d'autres dimensions liées, par exemple, au fait d'être d'une orientation sexuelle différente, ce qui fait que les obstacles pour avoir accès aux services ici aussi sont accentués. L'essentiel, c'est qu'on puisse, avec tous nos partenaires, se poser des questions, pouvoir adapter nos services et réfléchir ensemble et évidemment venir influencer les milieux de pratique. Donc, je suis très content aujourd'hui qu'on puisse promouvoir les travaux de la chaire avec tous nos partenaires, avec les milieux de pratique, avec les chercheurs. Pour avoir cet impact recherché avec la chaire, on a développé 3 axes de recherche, en fait. On a un premier axe de recherche qui est vraiment la compréhension de l'influence du sexe et du genre sur les trajectoires d'utilisation de substances psychoactives et les trajectoires de services. Les femmes, notamment, qui s'inscrivent dans un parcours au long cours, qui ont de multiples utilisations de services,
comment est-ce que le genre va influencer leur expérience de consommation, puis comment on devrait adapter notre intervention. Ensuite, on se rappelle que détection, repérage, intervention précoce, on a beaucoup de questions à se poser sur nos modalités d'intervention pour rejoindre toutes nos clientèles cibles. On s'intéresse aussi à la question de la diversité sexuelle, par exemple. Comment est-ce que les jeunes qui sont en questionnement sur leur orientation, par exemple, peuvent se sentir confortables dans les services en milieu scolaire, dans les services, par exemple, en CLSC. Bien, notre obligation à nous, et pour moi, c'est un besoin prioritaire, c'est comment on est bienveillant avec cette clientèle-là, comment on les accueille dans les hôpitaux, comment on les accueille dans nos CLSC, comment on les accueille dans nos différentes modalités. Et j'ai pas peur de le dire, on a vraiment des travaux importants à faire. Le deuxième axe, c'est vraiment de développer des guides de pratique, des outils et de les évaluer. On est vraiment dans une recherche interventionnelle qui vise à concrètement changer les choses en outillant aussi les milieux de pratique, puis en les incluant dans cette recherche et dans ce développement d'outils. Dans toute notre organisation de service, au niveau du rond-point, où on travaille beaucoup les aspects de parentalité, papa consommateur, maman consommateur, on a des projets comme ça qui sont novateurs, où on a adapté notre organisation de service. Donc, on va faire un mapping, en fait, pour aller voir dans toutes les régions du Québec comment est-ce qu'on est arrivé à développer des services adaptés aux besoins selon le genre et la diversité sexuelle et de genre. Donc, quelles sont les pratiques innovantes au Québec? Évidemment, le directeur santé mentale et dépendance, ben, le travail que j'ai à faire, c'est ouvrir les milieux de pratique, c'est d'élargir les horizons de nos praticiens, c'est d'influencer aussi les milieux de pratique partout au niveau de la province. Puis aussi, on collabore beaucoup les uns avec les autres. Donc, on a une vie scientifique très animée avec de nombreux doctorants qui mènent des projets de recherche interventionnelle et qui permettent de creuser, nous permettent d'aller plus loin tant en termes de compréhension qu'en termes d'impact, puisqu'ils vont développer aussi des produits de vulgarisation scientifique, écrire des chapitres parfois avec l'appui des experts concernés. Pour la chaire de recherche, ce qui est souhaité à travers cet outil-là, pour nous, c'est un véhicule, en fait, dans lequel on souhaite atteindre en mobilisant les partenaires de terrain, les personnes concernées qui ont une expertise de vécu, les professionnels qui sont sur le terrain, les chercheurs. On souhaite vraiment mobiliser un ensemble d'acteurs ensemble pour en arriver à transformer, en fait, les services. Libérer des espaces de réflexion, libérer des espaces pour pouvoir faire le transfert de connaissances et se donner comme objectif de mobiliser nos milieux, de transformer nos milieux, puis de ne pas avoir peur de dire que nos milieux sont peut-être mal adaptés au niveau de la diversité sexuelle, au niveau de l'intervention puis de l'organisation des services pour les femmes. On a donc une veille scientifique qu'on va assurer, puis toutes les données émergentes, les données de la littérature les plus à jour vont toujours être rendues disponibles à la fois pour les gestionnaires, les praticiens, les chercheurs, pour inspirer aussi ces transformations de pratiques. On va combiner ça avec l'expertise qui vient du terrain. Alors, notre réflexion nous amène aussi à être en interaction avec des chercheurs à l'étranger qui ont des expertises spécifiques qu'on invite dans nos événements, nos étudiants. À la chaire aussi, on a l'opportunité de croiser des étudiants en France, en Belgique. Donc, il y a vraiment une vie scientifique fort pertinente qui nous amène des nouveaux questionnements, qui donne des idées pour des nouveaux projets de recherche. Comment on peut s'influencer mutuellement? Hein? Milieu de pratique, chercheurs, tous nos partenaires au niveau de la chaire. Bien, pour moi, il faut d'abord et avant tout sensibiliser nos milieux de pratique. On est tous des parties intéressées. Hein? C'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui au mois d'avril pour le lancement de la chaire.